Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 20 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue français, Emmanuel Macron, ont échangé ce vendredi au palais de l'Élysée en France. La sécurité en Afrique de l'Ouest et les projets de développement étaient au cœur de leur entretien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, également en mission à l'étranger, participe aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Il multiplie les rencontres avec des investisseurs. Le Premier ministre a échangé avec le groupe américain Hershey, spécialisé dans la production de chocolat. La politique emploi jeune ici en Côte d'Ivoire est en marche. 830 jeunes, les femmes de la région de la Bagoué, vont bénéficier du projet PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences, d'un montant de 640 millions de francs CFA. Le projet a été lancé par le ministre Sidi Touré. 50 ans après son indépendance, le Swaziland change de nom. Le pays s'appelle désormais Eswatini, son nom d'origine. C'est une décision du roi du Swaziland à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Mais l'opposition désapprouve ce changement de nom. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par la France, où le président Alassane Ouattara a été reçu à l'Élysée ce vendredi par son homologue français Emmanuel Macron. Ils ont évoqué notamment la sécurité en Afrique de l'Ouest et les projets de développement. On en sait plus avec notre envoyé spécial en France, à Ouattari. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France au beau fixe et les rencontres au plus haut niveau se succèdent. Le président de la République, Alassane Ouattara, chaleureusement accueilli ce vendredi 20 avril pour la 3e fois au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron après les rencontres de juin et août 2017. Au cours de ce tête-à-tête qui a duré près d'1 heure, les deux chefs d'État ont fait le point sur la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, avec la mise en place d'un centre de formation et le projet du métro d'Abidjan, un projet de 1,4 milliard d'euros financé en partie par la France. Nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Avec le président Macron, nous avons la même vision et nous savons que la France avance, tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité, comme la France, et nous travaillons très étroitement. Le président de la République, Alassane Ouattara, répondant à une question sur la politique intérieure, s'est prononcé sur le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Notre alliance est solide. Nous faisons des progrès considérables pour la Côte d'Ivoire, des taux de croissance parmi les meilleurs au monde, parce que nous avons cette alliance avec des gens très compétents. Et ce qui nous importe, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP. Le chef de l'État qui n'a par ailleurs pas manqué d'informer le président Emmanuel Macron des avancées institutionnelles en Côte d'Ivoire avec l'installation du Sénat le 12 avril dernier à Yamoussoukro. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est aussi en mission à l'étranger. Il prend part aux réunions de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale sur place. Le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres avec des investisseurs et des dirigeants d'entreprises. Il a échangé notamment avec le groupe américain Hershey, spécialisé dans la production de chocolat. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial aux États-Unis. En marge des assemblées annuelles FMI Banque mondiale, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly accorde des audiences à ses quartiers au Watergate Hotel. Jeudi soir, le groupe Hershey a une séance de travail avec lui. Le groupe est la première plus grande compagnie de chocolat en Amérique du Nord. Il entend faire du pays sa principale source d'approvisionnement en matières premières,
notamment en beurre de cacao. À leur suite, la Corporate Council on Africa, un organisme américain regroupant quelques 180 entreprises, est venu voir le chef du gouvernement. C'était de l'introduire à l'industrie américaine, aux sociétés américaines qui sont en fait investies en Côte d'Ivoire et qui voudraient venir en Côte d'Ivoire pour investir, pour travailler avec le gouvernement ivoirien et le peuple ivoirien dans le cadre du développement économique et dans plusieurs autres secteurs. Le secteur de la santé, le secteur de la recherche et le secteur de l'exploitation des ressources minières. Amadou Gon Coulibaly a aussi accordé des audiences à la Standard Chartered Bank, à la Citibank et au groupe BNP Paribas. Ici en Côte d'Ivoire, l'Assemblée des régions et districts change de tête. Le nouveau président de la RDCI se nomme Aka Ouele. Il succède à Jano Aoussou Kouadio, élu récemment à la tête du Sénat ivoirien. La passation de charges entre les deux hommes s'est déroulée au cours d'une assemblée générale extraordinaire. L'ancien président de la RDCI, Jano Aoussou Kouadio, a fait le bilan de ses 5 années de gestion avant de passer le flambeau à son remplaçant, Aka Ouele. Il y avait de la fumée hier, de la fumée noire dans le ciel du côté de la Gestosi, c'est dans la commune de Port-Boué. La société de gestion de stocks pétroliers de Côte d'Ivoire était en feu. L'incendie s'est déclenché aux environs de 17 heures dans un parking de véhicules citernes de la société. 8 véhicules ont été ravagés par les flammes. Heureusement, le feu a été circonscrit. Aucune perte en vie humaine, pas de blessés également. Konaté Moussa Franck-Kouadio signe ce témoignage. Une fumée noire observée depuis le 3e pont Henri Conan-Bédier. Elle provient de Vridi dans la commune de Port-Boué. Sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre pour freiner l'action du feu encore visible sur certains véhicules. Dans ce parking de la Gestosi, 18 camions-citernes ont été ravagés par les flammes ce jeudi soir vers 17h. Alors dès l'annonce du feu, nous déjà à niveau interne, nous avons notre organisation qu'on appelle le POI, le plan d'opération interne, que nous avons mis en branle, où déjà Gestosi a mis ses dispositifs en place, notamment les véhicules d'interdiction de feu, le fourgon incendie. Nous avons un véhicule de 10 litres minutes. Et puis nous avons aussi des canons fixes qui sont déjà installés sur nos installations et aussi des canons tratables que nous utilisons en pareille circonstance. Et nous avons vu que le feu était important. Donc nous avons appelé nos amis de la CIR et les amis de GSPM qui sont venus, qui de façon synergique, nous avons lutté contre le feu. Et nous sommes allés, disons, jusqu'à l'extinction. Ce qu'il faut noter, c'est que, compte tenu du fait que l'espace même est rempli de camions citernes, il faut dire qu'il faut avoir pire que ça. Sinon, heureusement pour nous, il n'y a pas eu de cas de victimes, il n'y a pas eu de cas de blessés, il n'y a pas eu de cas d'incidentés. Quant à l'origine du feu, nous allons mener des investigations pour savoir de quoi il est question véritablement. C'est aux environs de 19h que les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire définitivement les flammes. Des dégâts matériels enregistrés, mais aucun blessé et pas de perte en vie humaine. Voilà, je rappelle le bilan de l'incendie déclenché hier. La Gestosi fait état de 18 véhicules calcinés. Eux, ils n'avaient pas affaire au feu, mais ils réfléchissaient à l'avenir de leur filière. Les membres de l'association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire veulent mettre en place des mécanismes pour booster l'exportation du caoutchouc naturel. L'association veut donc exporter le gap de la production après transformation par les unités industrielles. C'est un défi à relever, la Côte d'Ivoire étant le premier pays producteur africain de caoutchouc naturel. Francis Boifou. La commercialisation du caoutchouc naturel brut reste une préoccupation pour l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, AECI. Quelques chiffres en 2017. 250 000 tonnes de production. Dans les 250 000 tonnes, il y a près de 80 000 tonnes qui restent donc sur le tarmac. Notre association se propose de prendre le gap de la production nationale qui ne peut pas être transformée, donc de trouver un débouché pour ça. Ensuite, d'être une force de proposition pour l'État de Côte d'Ivoire et pour les autres structures qui sont donc dans la fêtière. Pour certains professionnels de l'EVA-culture, les activités de l'AECI devraient booster l'exportation du caoutchouc naturel. Contribuer à la régulation qui se fait déjà au niveau de notre fêtière, que l'on puisse les accueillir, qu'ils entrent dans la Promac. Une fois qu'ils seront dans la Promac, on pourra dialoguer avec eux et leur faire comprendre les enjeux.
Parce que les enjeux, c'est quoi? C'est le paysan ivoirien. Si le paysan est bien traité, le paysan suivra. Lors de ces échanges, le représentant du président de l'Assemblée nationale a invité les acteurs de l'EVA Culture à fédérer leurs énergies pour améliorer la chaîne des valeurs. Je vous invite, autour du président, d'agir pour l'intérêt des planteurs, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et pour votre intérêt dans l'unité. Avec environ 600 000 tonnes en 2017, la Côte d'Ivoire reste le premier producteur africain de caoutchouc naturel. On s'intéresse à présent à votre santé. Dans ce 20h, on parlera de la lutte contre la poliomyélite qui s'accentue dans notre pays. Le premier passage de vaccination des enfants de 0 à 5 ans au titre de l'année 2018 a été lancé ce vendredi à Soubré. Plus de 9 millions d'enfants sont concernés par cette campagne qui va durer, je rappelle, 4 jours. L'objectif du gouvernement est bien sûr de détruire les dernières poches de résistance de cette maladie. Sam Kona, notre correspondant sur place. Encore 2 gouttes à ces enfants pour garder notre pays sans polio. Voici l'objectif que vise le gouvernement en lançant officiellement ce vendredi à la place Maracana de Soubré le premier passage de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2018. Ces 2 gouttes suffisent pour cette campagne, mais les autres campagnes, il va falloir encore d'autres gouttes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dans une étape de défi pour la Côte d'Ivoire. On vous l'a dit, nous sommes libres de la polio. Ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. Depuis 2011, on vous l'a dit, il n'y a pas de cas de polio. Voilà, donc on ne doit plus relâcher. Durant 4 jours, les agents vaccinateurs vont sillonner les ménages sur toute l'étendue du territoire national pour vacciner les 9 millions d'enfants de 0 à 59 mois, donner de la vitamine A à ceux de plus de 6 mois à 59 mois et des déparasitants aux tout petits de 12 à 59 mois, à la grande joie des parents. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie de vacciner mes enfants. C'est important qu'on vaccine notre enfant pour le bien de notre enfant. J'ai invité à mes soeurs, nous avons envoyé les enfants, ils vont vacciner les enfants. Là, les enfants ils vont avoir bonne santé. C'est donc parti pour le premier passage de vaccination contre la polio au titre de l'année 2018. Et la politique emploi jeune en Côte d'Ivoire est en marche. 830 jeunes et femmes de la région de la Bagoué vont bénéficier du projet PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences, d'un montant de 640 millions de francs CFA. Le projet a été lancé par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré. Le reportage de Kader Sogodogo. La Bagoué, comme beaucoup de régions en Côte d'Ivoire, n'échappe pas à la pauvreté. Les jeunes et les femmes sont les plus touchés. Pour les sortir des griffes de la pauvreté, le gouvernement a lancé un projet pilote dans le département de Boundiali. 830 jeunes et femmes issus des localités reculées sont concernés par ce projet. La région de la Bagoué fait partie des régions les plus défavorisées au niveau national. Spécifiquement pour la région de la Bagoué, ce sont 648 millions de francs CFA qui sont mis en œuvre ici dans cette localité. Une opportunité à saisir pour les bénéficiaires. Je voudrais me réjouir pour tous les efforts qui sont faits afin de permettre à nos femmes et à nos jeunes d'aspirer à une meilleure existence et à une existence dans la dignité. Les autres membres du gouvernement présents vont dans le même sens. Je voudrais très sincèrement remercier le ministre Sidi Touré d'avoir inclus la Bagoué dans cette liste de projets pilotes. Ceux qui ne sont pas à l'école, elles sont dans le milieu rural, elles sont dans l'agriculture, elles sont dans le vivrier, elles se battent. Nous demandons aux jeunes d'avoir le même courage que les femmes. Pour la mise en œuvre de cette phase pilote, 10 régions ont été sélectionnées, a annoncé le ministre Sidi Touré, soit plus de 8000 jeunes bénéficiaires âgés de 18 à 35 ans. Il est financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la politique nationale de la jeunesse 2016-2020.
Et voilà, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique est toujours sur le terrain contre le chômage. Le ministère vient justement de lancer les rendez-vous avec les jeunes et c'est la ville historique de Congo qui a abrité la 3e édition de cette campagne. Pour cette édition, l'accent est mis sur les différents métiers de l'agriculture pour l'insertion durable des jeunes dans le tissu économique. Le reportage de Soro Corona. Salut aux couleurs, remise des symboles de l'État, procession à travers la ville, ravalement des façades de la sous-préfecture, exposition sur les activités du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et panel sur la problématique de l'emploi des jeunes à travers les métiers de l'agriculture. Des activités de la 3e édition de la caravane, le rendez-vous avec les jeunes à Congo. Nous sommes à la première édition de la 3e année des rendez-vous avec les jeunes et nous avons choisi la ville de Congo de façon symbolique pour pouvoir passer le message à l'attention de la jeunesse à partir de cette ville symbole. À travers un panel, les différents métiers liés à l'agriculture pour une insertion durable ont été présentés aux jeunes de Congo. Tous les modes de financement des projets jeunes ont également meublé les échanges. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a exhorté la jeunesse ivoirienne à saisir les opportunités qui s'offrent à elle. C'est une zone fondamentalement agricole et les sujets portaient sur leur insertion dans ce secteur. 49% des emplois créés en Côte d'Ivoire se font dans le secteur agricole et qu'il était maintenant de bon ton que les jeunes de Congo puissent réellement s'approprier tous les dispositifs qui sont mis à leur disposition par le ministère. Les éditions de l'année 2018 de la caravane, le rendez-vous avec les jeunes, se dérouleront du 16 avril au 22 décembre prochain. L'emploi et l'insertion des jeunes, le civisme et la citoyenneté, la protection de la jeunesse, la promotion et l'autonomisation des jeunes seront les 4 thématiques au programme. C'est une initiative qui devrait encourager les filles à s'intéresser davantage aux filières scientifiques. La CEDEAO vient donc d'octroyer des bourses d'un montant de 20 millions de francs CFA aux filles et jeunes filles des filières scientifiques. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a remis des chèques à 48 jeunes filles bénéficiaires de ces bourses d'études. Excellence CEDEAO. Sephora Zegui à Mississauga. 48 filles bénéficient de la bourse d'excellence initiée par le Centre de développement du genre de la CEDEAO. Une bourse qui vise à aider des jeunes filles brillantes issues de familles défavorisées à avoir une éducation de qualité jusqu'au plus haut niveau. Nous savons qu'en nous attachant à assurer la promotion de l'éducation des filles et de la formation des femmes, nous devons nous attaquer aux disparités et disparités de genre qui affectent le secteur de l'éducation. En vérité, il nous faut vaincre maints préjugés pour venir à bout de l'injustice dont souffrent les femmes et les filles et ainsi débarrasser la société d'un sérieux handicap pour son développement. Ces 48 bénéficiaires des bourses d'excellence de la CEDEAO ont été retenus pour leur excellent parcours dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles. Cette bourse nous apporte une certaine sérénité dans nos études et soulage un peu quand même nos parents. Au nom de tous les parents ici présents, et de tous mes amis bénéficiaires de la bourse CEDEAO pour le genre, nous tenons à vous dire infiniment merci. Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, exhorte les bénéficiaires à utiliser de façon efficiente cet appui financier. Restez des modèles. Vous avez été sélectionnés sur la base de critères très rigoureux. Parce que vous êtes brillants, vous devez rester brillants pour encourager d'autres personnes à intégrer les filières scientifiques. Ce sont 20 millions de francs CFA qui sont repartis entre ces filles. Selon le niveau d'études, chacune a reçu un montant allant de 350 000 à 600 000 francs CFA. Cette bourse est valable dans tous les 15 pays membres de la CEDEAO. On parle maintenant de retraite. Vous savez, c'est une réalité socio-économique, mais quelquefois mal vécue. Alors, comment y remédier et avec quels moyens? Les retraités pensent que, il faut réaliser des objectifs bien précis. Alors, leur association est une opportunité pour se connaître, partager cet autre moment de leur vie en société après avoir servi dans les administrations ou le privé. Mettre la somme d'expérience vécue au service de jeunes générations compte tenu de leur nombre en tenant compte de leurs préoccupations. Les associations de retraités fondues dans une fêtière avec pour objectif faire en sorte qu'ils vivent mieux. Noël Nyagno.
Ces dames et ces messieurs sont des retraités du public et du privé des Côtes d'Ivoire. Ils ont fait le deuil de leur éparpillement dans une quinzaine d'organisations. Désormais, seul la CONARECI, entendez, Conseil national des retraités des Côtes d'Ivoire, répond d'eux. Leur porte-parole, Issa Diakité Jules César, préfet hors hiérarchie. Sa charge principale, être l'interface des pouvoirs publics. Rechercher les solutions aux nombreux problèmes sociaux qui minent la vie du retraité. Au nombre de ceux-ci, les questions de santé, de logement, de mobilité. Issa Diakité et son équipe de 8 membres ont également le devoir de promouvoir la retraite comme une composante logique de la vie de tout fonctionnaire ou salarié, afin qu'elle soit mieux perçue, mieux préparée par ceux qui sont encore en activité. Les retraités de Côte d'Ivoire sont au nombre de 200 000, 80 000 pour le public, 12 000 pour le privé. Et pendant que vous pensez à votre retraite, notez que le Salon international du tourisme d'Abidjan ouvre bientôt ses portes. Le comité d'organisation s'active, des innovations sont annoncées. Le directeur général du tourisme, Jean-Marie Sommet, invité de la tribune du GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, annonce un renforcement des acquis et l'ouverture d'espaces attrayants. Issa Tchonayeo. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, c'est dans quelques jours. Le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, profite de l'occasion pour parler des innovations technologiques qui vont booster ce salon et le secteur. Le thème, c'est les nouvelles technologies au service du tourisme. Quoi de plus fabuleux que de s'approprier ce thème et de faire évoluer notre tourisme dans une forme de digitalisation et de découverte spirale de nature, de création, d'anticipation sur le futur, de protection de l'environnement, de préservation des ressources. Et c'est tout ça qui fait que la Côte d'Ivoire devient une destination fabuleuse. Le tourisme ivoirien se porte bien, selon Jean-Marie Sommet. Il exhorte pour ce faire les autorités ivoiriennes à investir davantage dans le secteur. Quand vous avez souffert du fragment qu'il y a eu, il faut considérer 10 ans pour vraiment être au top. Sur 5 ans, nous avons déjà gagné énormément. Il nous restera peut-être 3-4 ans. On va gagner 1 an par rapport à la vision que nous avons. Mais nous avons des choses qu'il faut faire évoluer. La tribune du GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, a pour objectif de vendre l'image de la Côte d'Ivoire dans diverses activités. Le président du GEPSI invite donc les journalistes à soutenir le CITA 2018. On voit un peu ce que le tourisme apporte dans l'économie d'un pays. On fait beaucoup de choses. C'est vrai, nous avons le café, le cacao et ainsi de suite, mais le tourisme peut être l'un des leviers importants en matière pour l'économie de notre pays. On a donc décidé d'accompagner le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Le CITA 2018 est prévu du 27 avril au 1er mai à Abidjan. Le président du GEPSI a donc exhorté les journalistes à se l'approprier et à faire de ce salon un véritable espace de développement et de valorisation du tourisme en Côte d'Ivoire. Le CITA 2018 attend plus de 70 000 visiteurs. Une lucarne qui permettra en 5 jours de vendre les potentialités touristiques et économiques de la Côte d'Ivoire. Au chapitre politique de ce 20h, hier jeudi, le bureau politique du RDR s'est réuni au siège du parti. La direction du RDR prépare un congrès extraordinaire prévu le 5 mai prochain. Cette réunion présidée par la présidente du parti met en avant le parti unifié. Explication détaillée avec Sidonie Davila. Le RDR se prépare pour un 4e congrès extraordinaire. Le bureau politique du parti s'est réuni pour affiner une méthodologie de travail pour la réussite de ce congrès. Cet événement prévoit l'adoption massive du projet du parti unifié par les militants de base. Pour la présidente du Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri Diabaté, qui a dirigé cette réunion du bureau politique, la mise en place formelle du parti unifié est une exigence politique majeure. Il y a également une nécessité politique à cette convergence, celle d'assurer la stabilité de notre pays pour construire une société démocratique, une société de progrès, de justice et de partage. Il convient maintenant que nos militants ratifient cet accord historique. C'est pourquoi le RDR a convoqué un congrès extraordinaire, car le dernier mot revient toujours aux militants.
La réunion essentiellement consacrée aux préparatifs du congrès extraordinaire du RDR a vu la mise en place de plusieurs commissions pour son organisation, notamment la commission mobilisation dirigée par Adama Bictogo et celle de la communication par Mamadou Touré. Le congrès aura lieu au Palais des Sports le 5 mai prochain. Le mouvement Action 2020 vient de se réunir, c'était à Abobo. L'objet de ce rendez-vous était de sensibiliser les nouveaux majeurs à se faire enrôler afin de participer massivement aux échéances électorales à venir. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Après les étapes de Yamoussoukro, Senfra, Saïwa et Vavois, c'est la commune d'Abobo qui a accueilli le mouvement Action 2020 qui s'est fixé pour objectif de sensibiliser la jeunesse et plus précisément les nouveaux majeurs à se faire enrôler en vue de participer massivement aux échéances électorales à venir. L'émergence ne peut pas se faire sans que les nouveaux majeurs ne soient pris en compte. Aujourd'hui, nous sommes à Bobo avec ces nouveaux majeurs pour demander à l'ensemble des jeunes qu'il est temps de se lever comme un seul homme pour aller se faire enrôler parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui va permettre au parti unifié, le RHDP, de remporter largement le score. Brahima Ouattara, parrain de la manifestation, appelle à l'union des cadres du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le mouvement Action 2020 entend parcourir tout le pays pour exhorter les jeunes à se rendre massivement dans les centres d'enrôlement. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, a organisé mercredi dernier une conférence débat. Cette rencontre a permis aux responsables de la Croix-Rouge de partager avec les journalistes leurs observations sur leur mission sous-régionale. Olivier Iriebi Francoadio nous explique dans les détails. La situation des réfugiés dans la sous-région, les conditions de détention dans les prisons, des questions auxquelles le Comité international de la Croix-Rouge CICR essaie d'apporter des réponses au quotidien. La conférence débat initiée par l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le CICR est l'occasion pour les responsables de l'organisation humanitaire internationale de faire cas des difficultés qui limitent leur intervention dans la région du G5 Sahel où près de 12 millions de personnes sont en attente d'aide humanitaire. Les difficultés sont énormes, surtout pour la population, pour ceux qui subissent les effets combinés, pas seulement d'un conflit armé, mais aussi des aléas climatiques. On vit comme la population, on vit dans une situation où effectivement le côté sécuritaire est très présent dans nos équations. Cette rencontre avec la presse, également une occasion pour le bureau du CICR Côte d'Ivoire de dresser le bilan après 20 ans de présence. Le CICR a été auprès de la population ivoirienne dans les moments les plus durs de ces 20 dernières années. Depuis Abidjan, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'apporter un soutien logistique à toutes nos opérations, que ce soit au Sahel, que ce soit au lac Tchad, dans lequel on a des activités importantes d'assistance, de soutien à des centres de santé. Action humanitaire en Afrique de l'Ouest, priorité, défis et accomplissements. C'est le thème retenu pour cette conférence débat. En vue de faire comprendre leur mission dans le monde et surtout en Afrique de l'Ouest, les responsables du CICR ont souhaité la collaboration des médias. Pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour en Corée, au Nigeria et au Swaziland où le roi a décidé de changer le nom de son pays. Le pays s'appelle désormais Eswatini, son nom d'origine. Olivier Iriebi, Sidonie Davila pour les explications. Le Swaziland, ancienne colonie britannique, retrouve son nom d'origine. Eswatini, qui signifie pays des Swazis en langue swahili, est le nouveau nom donné au Swaziland. Cette annonce a été faite par le roi de ce pays d'Afrique australe. C'était à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de son indépendance. Pour lui, tous les pays africains ont repris leur ancien nom, celui d'avant la colonisation. Il était temps que le Swaziland en fasse de même. Au Nigeria, des appels se succèdent pour exiger des preuves de vie des lycéennes. Le mouvement Bring Back Our Girls et d'autres associations exigent des autorités nigérianes des preuves de vie des filles enlevées par Boko Haram. La polémique enfle sur le sort des 112 filles de Chibok, toujours sans nouvelles. Le week-end dernier, des commémorations étaient organisées
à Abuja, à Ayola et à Lagos pour marquer les 4 ans de leur enlèvement. Pyongyang et Séoul ont remis en service le téléphone rouge transfrontalier fermé depuis 2016. Le dirigeant Kim Jong-un a ordonné le rétablissement de la ligne téléphonique d'urgence reliant la Corée du Nord à la Corée du Sud afin de discuter des modalités d'un dialogue intercoréen. Une rencontre est prévue entre les deux chefs d'État dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule en deux. Et rappelons à propos de la coopération Côte d'Ivoire-France que le président Alassane Ouattara a été reçu à l'Élysée ce vendredi par son homologue français Emmanuel Macron. Ils ont évoqué notamment la sécurité en Afrique de l'Ouest et les projets de développement. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.